Bonjour, je m'appelle Alex Poukine, je suis la réalisatrice de Kika pour The Cinema Show. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Alex Poukine est notre invité du jour. On est donc très heureux de l'accueillir à Montpellier pour son nouveau film Kika. Bonjour Alex, comment ça va ? Ça va bien. Kika, c'est votre premier long métrage de fiction. Vous avez déjà réalisé plusieurs documentaires et un moyen métrage Palma il y a 5 ans qui a remporté plusieurs prix. Pourquoi avoir pris le pas de la fiction et qu'est-ce que cette expérience ou ce format vous permet en tant que réalisatrice ? Déjà, il y a beaucoup de documentaires dans ma fiction et il y a beaucoup de fiction dans mes documentaires. C'est pas comme si, je cherche pas une espèce de pureté comme ça du genre. Je pense que ce que ça m'a permis, Kika, c'est de pouvoir mettre plusieurs personnes dans un seul personnage et de pouvoir... c'est un peu comme une mosaïque, Kika, dans le sens où j'ai travaillé avec j'ai fait des grands entretiens avec plein de gens que j'aime beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont dites de leurs histoires que j'ai mis dans Kika. Donc c'est un peu comme un espèce de... Kika, ce serait un peu comme un espèce de documentaire, mais déguisé et de plein de gens différents. Et vous avez pu faire un concentré un petit peu. Ouais. On va revenir sur les discussions que vous avez pu avoir. Avant ça, on va juste représenter le film. Vous vous intéressez à la vie d'une femme qui tombe enceinte et qui doit subir un deuil. Elle est fauchée, c'est Kika, et elle va tout faire pour s'en sortir. Alors déjà pour commencer, pourquoi est-ce que vous avez choisi le nom Kika ? Et puis comment est née la jeunesse du film ? Alors Kika, c'est parce que j'étais enceinte quand j'ai commencé à écrire le film. Je connais une réalisatrice à Bruxelles qui s'appelle Kika. Et je me disais, ouais, tiens, si j'ai une fille, peut-être que je l'appellerais Kika. Parce que je trouvais que ça faisait un peu badass comme ça. Et en fait, j'ai eu un fils. Mais j'ai eu un film. Et du coup, j'ai pu appeler mon film fille Kika. Voilà. Et après, comme je disais, j'ai commencé à écrire ce film parce que j'avais hyper peur que mon compagnon meure. C'était une peur complètement irrationnelle et sans objet, enfin qui n'avait pas de sens, parce que j'avais déjà vécu seule avec ma fille et je savais ce que ça représente en termes de précarité. Et qu'à un moment donné de ma vie, comme j'avais vendu à peu près tout ce que j'avais, je me suis dit, tiens, le seul truc encore que j'ai à vendre, c'est mon corps. Et est-ce que je serais capable, à l'âge que j'avais, c'est-à-dire 35 ans, de vendre des services sexuels et lesquels est-ce que je vais m'acheter un legging, du mascara, voilà. Bon. Il s'avère qu'il y a l'argent d'un de mes documentaires qui est arrivé et du coup, j'ai pas eu à répondre à toutes ces questions. Mais ça m'a suffisamment marqué pour me dire, waouh, j'aimerais bien en fait en faire un film. Et c'est comme ça qu'est né Kika en fait. Il s'avère aussi que j'ai un ami qui est travailleur social et dominateur. Et donc Kika, c'est un peu un mélange entre lui et moi. On a l'impression que vous êtes beaucoup inspiré de votre expérience personnelle. Est-ce que du coup, ça vous arrive souvent, de puiser dans votre vie personnelle pour écrire vos projets ? Oui, je pense que tous mes projets partent d'une certaine façon de moi. Après, c'est pas forcément mon expérience personnelle. Par exemple, Kika, il y a plusieurs situations qui ressemblent à des choses que j'ai vécues, mais la plupart, j'ai jamais été dominatrice, par exemple. C'est parce que j'ai fait un travail documentaire autour de ça. J'ai jamais été assistante sociale non plus. Mais oui, ça part toujours d'un questionnement, en fait. Et après, je pense que aussi, moi, en l'occurrence, j'ai l'impression que mes films me précèdent. Souvent, j'ai l'impression que je fais un film pour une raison, qui est plus ou moins cachée, parce que j'ai pas non plus envie que tout le monde connaisse ma psyché par cœur. Et puis une fois que le film est fait, en général, je comprends la vraie raison pour laquelle j'ai fait le film. C'est toujours le cas. Et du coup, on dit souvent qu'un film s'écrit donc en 3 fois, le scénario, le tournage et le montage. Est-ce que du coup, votre regard sur le film, il a changé au cours de ces étapes ? Comment ça a été ce processus pour vous ? Oui, bien sûr, heureusement. Je pense que si votre film ne change pas entre ces 3 étapes, c'est qu'il est mauvais. Enfin, bon, ça n'engage que moi, mais ou alors que vous êtes un génie, je sais pas, peut-être. Mais oui, c'est sûr que déjà, moi j'ai mis 4 ans pour écrire Kika.
il y a 3 ans seul et 1 an avec Thomas von Zuylen qui est venu d'une certaine façon hiérarchiser, parce que c'est un film qui est assez baroque dans le sens où il est il y a énormément de lignes narratives, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas un film qui correspond à un manuel de scénario, disons. Si vous lisez John Truby, il va vous dire ouais, c'est quoi ce film, ça ne va pas du tout, il y a rien qui va, enfin, l'incident déclencheur arrive bien trop tard, etc., etc. Donc il y avait déjà le scénario. Après, bien sûr, le fait de faire jouer le film par des comédiens et des comédiennes, ça change tout, bien évidemment. Et puis le premier montage du film faisait 3h50. Donc oui, le montage, on a réécrit avec Agnès Brucker qui a monté tous mes films, on a complètement réécrit le film, ne serait-ce que parce qu'on avait 1h50 de prologue. Et on savait qu'il fallait 20 minutes. Donc bon, il a fallu choisir, faire des choix, des ellipses énormes. Donc oui, ça c'est une vraie réécriture. Et par rapport au tournage et aux comédiens, oui, il y a aussi prendre en considération. Moi, j'adore, par exemple, créer des accidents, parce que je pense que je viens du documentaire et je trouve que souvent la réalité est beaucoup plus intéressante que ce qu'on en imagine, parce que souvent ce qu'on imagine, il y a énormément d'archétypes, de clichés, alors que le réel, il est toujours surprenant. Donc moi, j'aime bien créer des accidents. Enfin, en tout cas, laisser la possibilité qu'ils arrivent. Donc par exemple, je sais pas, je vais mettre Manon et Suzanne, qui jouent sa fille, dans une fête énorme à Bruxelles, et puis on va voir ce qui y arrive, quoi. Donc on filme Colin en l'occurrence filme ce qui se passe, ou alors je sais pas, on va tourner dans un hôtel de discrétion qui est encore en activité, et du coup bien sûr oui, il y a des gens autour de nous dans les pièces, il y a des gens qui arrivent, et moi ça j'aime bien ça, les accidents. Donc c'est aussi une façon de pas appliquer au tournage un scénario de façon scolaire et méticuleuse. Moi je trouve que j'ai envie d'être surprise en fait. Et justement, dans cette œuvre, en fait, du coup, qui parle beaucoup de réalité, c'est un drame et qui parle aussi de la souffrance aux autres, comme aussi dans certains de vos documentaires. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet, dans cette thématique ? Alors, j'ai l'impression de faire ma psychanalyse. C'est un peu ça. Mais je vais pas vous payer, je vous le dis direct. C'était hyper On bien. veut juste la réponse. Pardon, je rigole. Pardon. Tout va bien. Je vous paierai. C'est gentil, merci. Bon, on en verra après. Mais du coup, je me rappelle plus de la question. Du coup, vous parlez souvent de la souffrance. Oui, je pense que ce qui m'intéresse globalement dans les 4 longs métrages que j'ai faits et même les autres films, c'est la façon en fait dont moi que je trouve fascinant, c'est la façon dont un autre être humain peut d'une certaine façon vous faire ou vous défaire. Je sais pas comment, l'influence que les gens ont sur nos vies, je la trouve tellement incroyable, comme quelqu'un peut vous faire sentir magnifique, incroyable, et vous donner une énergie telle que vous vous découvrez être quelqu'un d'autre, et aussi comme quelqu'un peut vous détruire pratiquement absolument. Ça, je trouve ça assez fascinant, par où ça passe, comment notre responsabilité aussi dans la place qu'on laisse aux autres. Et je pense que tous mes films travaillent d'une certaine façon autour de ça. Que ce soit, et en l'occurrence, mes 2 derniers films parlent énormément du soin. Parce que je trouve que c'est un endroit de l'humanité que je trouve très beau et qui me fait penser que l'humanité est encore digne de ce nom. L'éducation aussi, la justice et l'art, pour moi, c'est un peu les 4 piliers de ce qui fait que on peut s'en sortir. Mais le soin, je trouve ça hyper beau et d'une certaine façon aussi hyper triste. Et j'ai fait 2 films l'un à la suite de l'autre, et dans Sauf qui peut, qui est sorti en juin, je parlais de ça en fait, c'est pas moi qui parle, mais dans ce film on essaie d'aborder le fait qu'il y a une espèce d'injonction contradictoire où on demande aux soignants et aux soignantes de prendre soin des gens, et en même temps on leur donne jamais l'occasion de le faire, et toute l'organisation du travail est conçue pour ne pas que ces gens en fait puissent vraiment prendre soin des autres.
Et c'est la même chose pour Kika. Je pense que la plupart des gens, quand ils pensent qu'ils vont voir un film sur le BDSM, ils sont là, ah mon Dieu, ça va être hyper violent et tout, alors que le film, je pense, de mon point de vue, est très tendre par rapport au BDSM. Ce qui est violent, c'est ce que Kika vit en tant qu'assistante sociale. Parce qu'en fait, elle a envie d'aider les gens et elle ne peut pas le faire. Et elle est constamment obligée de dépasser le cadre, quitte à faire un burn-out, en fait. Alors justement, Kika, dans le film, elle va se confronter au monde des travailleuses du sexe, elle va en faire partie. Vous nous avez parlé d'un travail documentaire que vous avez fait pour parler de ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus qui vous êtes allé voir, comment vous avez mené ce travail? J'ai fait un gros travail et sur les travailleuses sociales et sur les travailleuses du sexe, mais pour les travailleuses et les travailleurs du sexe, j'ai rencontré beaucoup de dominateurs et de dominatrices avec qui j'ai fait des très longs entretiens, et j'ai fait aussi des ateliers de BDSM à Bruxelles, qui sont des endroits assez dingues. Pour plein de raisons, mais aussi dingues parce que moi, j'ai fait un film sur le viol. J'y ai travaillé pendant 5 ans. Je pensais que j'avais à peu près fait le tour de ce que... Enfin, c'est très... J'ai pas très imbu de moi-même de dire un truc comme ça, mais je pensais que le consentement, en tout cas, j'y avais vraiment réfléchi. Et en allant dans ces ateliers, je me suis aperçue que non, j'étais vraiment au début d'une pensée, quoi. Parce que pour moi, c'est le BDSM qui a inventé le consentement. Enfin, c'est complètement dingue ce qui se passe dans ces ateliers. Le simple fait aussi de devoir se demander ce qu'on désire vraiment et qui ne correspond pas au script sexuel qui est valorisé dans notre société. Voir des gens en fait qui peuvent vous dire je veux bien que tu me touches à cet endroit-là, de cette façon-là, et que ce soit aussi précis, et en pouvant avoir un consentement qui à n'importe quel moment est rétrogradable, et pouvoir dire aussi en fait je sais pas, et que cette réponse soit aussi valable qu'un oui ou qu'un non. Enfin bref, c'était assez dingue. Et il y a beaucoup j'avais, je crois, besoin aussi physiquement d'être dans la même position que Kika, c'est-à-dire de comprendre dans mon corps ce que ça fait que d'être dans une situation qu'on n'a jamais vécue, dans un milieu qu'on ne connaît pas du tout, et comment on se sent en fait. Le fait, par exemple, de toujours s'excuser, comme le fait Kika, dire ce que je viens de faire, franchement, je ne le pensais pas, j'avais pas du tout envie de te taper, je suis désolée, pourquoi tu m'as demandé ça, enfin, voilà, ça, c'est des trucs que j'ai trouvés aussi en me mettant dans cette position, moi. Et pourtant, Kika, je trouve qu'elle a un regard qui est pas trop... vous portez un regard qui n'est pas jugeant, même sur les clients de ces travailleuses du sexe. Et j'ai lu que vous aviez fait relire votre scénario à des personnes. C'est grâce à ça que vous avez pu travailler votre regard sur les clients aussi? Oui, tout à fait. Donc, il y a un dominateur et une dominatrice qui ont relu le scénario. Et la dominatrice, qui s'appelle Marianne Chargois, qui est aussi une performeuse et qui est quelqu'un de très connu et très admiré dans la profession, m'a dit que j'objectifiais les clients. Alors, c'était un peu la claque, parce que quand vous pensez que vous êtes du bon côté, vous savez, c'est les autres en fait les méchants. Moi, l'objectification, ça ne m'arrivera jamais. C'était assez intéressant. En fait, elle m'a dit, il y avait notamment un client qui demandait à la fois d'être humilié et en même temps à pratiquer quelque chose qu'on appelle le nursing, donc qui est tout ce qui est scalpel, aiguille, etc. Enfin, tout ce qui est médical. Et elle m'a dit, mais c'est pas possible en fait, ça ne correspond pas. Les personnes qui demandent ça ne peuvent pas demander l'autre pratique. Elles sont presque antagonistes en termes de psychologie de personne. Et je me suis aperçue, oui, qu'en effet, il fallait que je retourne dans le scénario, et que je considère que les clients sont des vraies personnes et pas juste des espèces de personnages qu'on utilise dans un scénario pour faciliter l'avancée de la narration, quoi. Parce que c'est très difficile en fait de rencontrer des clients. C'est beaucoup, beaucoup plus facile de rencontrer des dominatrices que des clients. Donc c'est parce que du coup je suis retournée voir des travailleuses du sexe qui m'ont parlé de leurs clients que j'ai pu en parler mieux, je pense. Et juste les clients, les scènes qu'on voit dans le film, est-ce que c'est tiré à chaque fois d'histoires vraies, ce qu'on voit dans le film? Oui, les clients, les clients ressemblent pas mal aux clients dont on m'a parlé, oui. Après, le film n'est pas un catalogue. Donc, il y a plein de choses que j'avais envie de raconter, plein d'histoires que je trouvais fascinantes et j'ai dû enlever du film parce que
elle rentrait pas dans la narration. Et que ouais, c'est pas une succession de bonnes scènes fait pas un bon film, malheureusement. Mais oui. Et puis il y a aussi le fait, alors il y a beaucoup de dominateurs et de dominatrices qui m'ont raconté que leur client a été extrêmement ennuyeux. Bon, bah ceux-là, je les ai pas mis dans le film aussi parce que je pense que j'ai pas envie de les voir. Parce que moi, j'ai envie aujourd'hui de voir des films avec des hommes qui me donnent envie de continuer à croire en la masculinité, quoi. Et justement, récemment, il y a des films qui sont sortis qui parlent de ce métier du travail du sexe. Anora, par exemple, ou Pauvre créature. Est-ce que du coup, ces films que vous avez vus, est-ce qu'ils vous ont inspiré ou au contraire, vous essayez de vous éloigner de ce regard-là qu'ils ont sur le métier? Alors, Pauvre créature, je peux pas dire que ça m'ait beaucoup influencé, non. Vraiment pas même. Voilà. Mais Anora, moi, je me suis laissée choper, ouais. Parce que justement, je la trouve hyper badass. Et parce que je trouve qu'elle s'excuse pas, en fait. Elle fait son truc, elle se laisse pas choper par le stigmate. Non, moi je l'ai trouvé assez. Enfin, j'ai adoré regarder ce film. Et aussi parce que il fait quelque chose que j'essaye aussi de faire, je crois, c'est qu'il y a un espèce de mélange de genres que moi j'ai beaucoup admiré dans ce film. Le fait que des fois on rigole vraiment, des fois vraiment plus, et qu'on sait jamais trop vers où on va aller. Je trouve qu'il ose des trucs en termes de narration qui sont hyper surprenants. Après, vous avez réussi à le faire. Enfin, en tout cas, durant notre séance, moi, j'ai autant ri que pleuré, quoi. Ouais, ça va avec la prochaine question, mais l'humour, il est il est présent vraiment et bien dosé dans le film, et particulièrement à travers les dialogues, je les trouve vraiment rythmés. Comment vous faites pour les écrire et pour installer ce ton? Et est-ce que vous aimez l'absurde? Je pense au père et aux scènes avec les parents un peu névrosés. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Les dialogues, je pense que je suis un peu une comédienne ratée, moi. Enfin, j'ai fait une école d'art dramatique, je voulais être comédienne. Bon, et puis finalement, quand j'ai été dirigée, la première fois, je fais en fait non, jamais, il n'y a pas moyen. Donc j'ai préféré être de l'autre côté. Comme Kika, je préférais être du côté de la domination. Non, je rigole, mais du coup, je pense que juste les dialogues, je m'imagine dans la situation. Et je me fais comme un enfant, je me fais mes petits trucs dans ma tête. Je dirais ça, puis après je dirais ça. Voilà, donc c'est comme ça que j'écris des dialogues. Et puis après, Bernard Blancan, qui joue le rôle de Jean-Pierre. Du père de beau-père, ouais. Du beau-père de Kika. C'est le seul, je pense, où je savais direct que... en écrivant, je voulais que ce soit lui. Et parce que je l'ai déjà vu jouer. Pour moi, c'est un acteur de génie. Et en fait... un jour, je me suis assise dans un cinéma à Paris, et en fait, j'étais assise à côté de Bernard Blancan. Et j'ai fait, oh monsieur Blancan, je suis en train d'écrire un film, et en fait, tous les jours, je pense à vous, c'est pour vous, c'est le rôle pour vous et tout. Et il m'a dit, ah ok, trop bien, bah vas-y. Donc c'était assez dingue. Je pense que c'est vraiment Dieu qui me l'a envoyé. Ouais, je lui ai proposé dans un cinéma. On regardait tous les deux un documentaire. Et mais par exemple, typique, Bernard, c'est un génie. Le coup des pâtes aux tomates, c'est une impro d'un quart d'heure. Je pense que ce sera dans les bonus DVD. C'est une impro d'un génie. Enfin, donc l'ingé son, il était là avec les bras en l'air et tout. Tout le monde savait que ça pouvait pas entrer dans notre film, un quart d'heure comme ça. Mais en même temps, je pouvais pas dire couper. C'était tellement du pur génie. Ça dure. On se dit, mais jusqu'où il va aller dans le... Waouh. Un pro de malade. Ouais, par exemple, voilà, ça c'est Bernard. Et puis, il y a plein de choses aussi qu'on a trouvées avec Manon en répète. Mais après, par contre, par rapport à la comédie, la comédie, c'est ce qui est le plus dur. C'est que ça doit être méga rythmé, méga précis. Donc ça, on l'a travaillé vachement aussi en répète. Et justement, comment dire, là, en ce qui concerne la technique, du coup, j'ai ressenti un grand contraste entre l'esthétique du film, une image saturée de très beaux cadres composés, et justement, par contre, du coup, avec le fond du film qui était bien plus dramatique. Comment était votre travail avec Colin Levesque, le chef opérateur du film?
Bah, Colin, on a surtout. Donc, Colin, il a fait l'image de Palma. Donc, c'est un film dans lequel je joue mon propre rôle. Donc, Colin avait aussi une énorme liberté puisque j'étais pas derrière la caméra avec lui, quoi. C'est quelqu'un à qui je fais complètement confiance. C'est un ami. Et Colin, vous lui laissez, je sais pas, une demi-ampoule, il vous fait une lumière de malade. Enfin, c'est. Et en l'occurrence, on était une toute petite équipe, donc il avait très peu de gens avec lui. Donc je pense qu'il a eu bien mal au ventre parce qu'il avait une énorme responsabilité et très peu de moyens pour y arriver. Après, on avait des références de films en commun. Donc voilà, on se disait, même si ça ne paraît pas du tout dans le film, on se disait, voilà, nous, notre truc, c'est, je sais pas, c'est André Arnold. On était gros fans tous les deux de Robbie Ryan, ou c'est qui est le chef-op d'André Arnold. On avait aussi des films qu'on adorait, où on se disait l'image ça doit pas être ça, même si on adore le film, comme par exemple Tony Erdmann. J'adore Tony Erdmann, mais je voulais pas que ce soit la même image. Bref, on avait beaucoup discuté des références, mais après moi je ne sais pas découper. Je découpe pas à l'avance. Déjà sur Kika j'avais pas le temps en vrai il y avait un casting tellement géantissime et en plus il y avait énormément de décors à trouver, très difficiles. Donc on arrivait au bout du truc, j'avais pas pu découper. Avec Colin, on l'a fait sur le tournage, quoi. Et puis c'est enfin, je veux dire, c'est une coopération où on en parle énormément, on met la caméra à un endroit, on la change, on cherche en fait beaucoup sur le tournage. Et puis après, bien évidemment, Colin sans la chef déco, ça marche pas du tout. Sans l'accessoiriste, ça marche pas. Sans la costumière, ça marche pas non plus. C'est un travail de toute une équipe où on se dit, oui, si le muret est blanc, ça va pas le faire. Donc, par exemple, l'appartement de Jean-Pierre et la maman de Kika, il a été retapissé en entier. Il est blanc comme neige, cet appartement. Moi, j'y croyais pas parce que venant du documentaire, j'étais là, attendez, vous n'allez pas faire ça, c'est dingo, les gars. Enfin, et puis bim, ils ont tout retapissé, tout refait, même l'hôtel de discrétion. Les murs étaient rouges, mais on se disait, ah ouais, ça serait pas mal quand même qu'il y ait des motifs. Et donc, Julia a tout retapissé. Il y a 3 chambres, elle les a toutes retapissées. Et l'hôtel a gardé le papier peint tellement qu'il était dingue. Donc, voilà. C'est aussi un travail d'une équipe parce que souvent, je suis la seule à parler ou Manon est la seule à parler. Mais un film, ça se fait, enfin, je veux dire, il y a une des personnes qui est mauvaise dans l'équipe, ça se ressent, mais de malade, en fait. Par exemple, là, j'avais décidé de ne pas avoir de coiffeuse. Bon, c'était une grosse erreur, mais bref. Il y a 10 personnes qui font la coiffure de Kika, enfin de Manon. D'ailleurs, elles sont citées au générique. Il y a une private joke dans le générique parce que c'était tellement abusé que ce qu'on a fait. Bref. Mais du coup, ça se voit en fait quand quelqu'un est super mal coiffé. Il y a des moments, il y a des trucs qu'on a dû couper parce qu'il y avait une personne, sa coupe de cheveux, elle était tellement vénère qu'on ne voyait que ça. J'allais dire, ça m'a pas choqué, moi, personnellement. Non, Ah bah oui, il a été coupé. Oui, forcément. C'est Oui. un peu, voilà, pour dire, quand il y a un rôle qui n'est pas bien tenu, ne serait-ce que la coiffure, on a l'impression que c'est rien, mais c'est énorme, et le film, il capote, en fait. C'est vraiment un truc d'équipe. Alors, ce film, il est vraiment porté par la prestation de Manon Clavel, l'actrice principale, donc Kika. Comment elle s'est passée, la rencontre avec elle? Est-ce que c'était évident que c'était elle? Pendant 2 ans, on l'a cherchée. Enfin, en fait, au début, j'ai pensé peut-être que j'allais jouer pour plein de raisons, mais aussi, je pense que pour plein de mauvaises raisons, parce que je pense que j'avais un peu peur de demander à une comédienne de jouer ce que j'avais écrit, quoi. J'étais là, waouh, chaud quand même. Je me disais, ouais, franchement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je pense que c'est une très très mauvaise expression. Ce n'est pas vrai. J'étais beaucoup mieux servie par Manon que par moi-même, que je l'aurais été par moi-même. Donc on l'a cherché en Belgique, et puis en France et au Québec. Et à un moment donné, c'était la cata, on allait bientôt tourner et on n'avait pas le personnage principal. Du coup, on ne pouvait pas faire tout le reste du casting. Il y avait 30 personnes à trouver. Donc c'était un peu stressant. Et je ne voulais pas reporter le tournage à un an après. Et du coup, Yonat Peretti, qui était la directrice casting en France, m'a proposé Manon, mais je trouvais qu'elle était hyper jolie,
pas assez âgé pour moi pour le rôle, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Quelqu'un qui tombe enceinte à 40 ans Oui. et à 35, c'est pas du tout la même chose. Mais bref, il s'avère que j'ai quand même rencontré Manon et que c'était évident que ce serait elle, parce qu'elle est hyper solaire, parce qu'elle est hyper drôle, parce que par ailleurs, elle peut se montrer très vulnérable, que c'est une actrice d'une précision de malade. Maintenant, j'avais l'impression de faire comme ça. J'étais là, hop, là, non, on va mettre 0,5 en plus. Et puis là, on va mettre 0,2 en plus. Et elle te fait des trucs, t'es là, mais une précision. Et puis, elle est, je veux dire, elle est tout terrain. Dans le ton aussi, sur les scènes d'humour, justement, elle est Elle super capte forte. direct le truc. Enfin, elle est drôle elle-même. Du coup, c'est très facile pour elle. Ouais. Et puis, comme c'est quelqu'un qui a son personnage, en tout cas, qui est vraiment derrière une carapace tout le temps, il fallait on sente, spectateurs et spectatrices, qu'il y a une faille, en fait, dans la carapace. Et que de temps en temps, on se dise, ah ouais, merde, je crois que je suis en train de comprendre là où elle est et j'ai mal pour elle. Et si on sentait pas ça, si on sentait juste une carapace, je pense qu'on pouvait plus s'identifier, en fait, au personnage. Et c'est difficile de s'identifier à quelqu'un qui est, je spoil le film, mais qui est dans le déni. C'était un vrai truc de savoir comment est-ce que on dirigeait le jeu pour que, à certains moments, on sente qu'en fait, elle est prête à craquer. Alors justement, ça va parfaitement avec ma prochaine question, mais le tournage, comment est-ce que vous dirigez une actrice, aussi dans les scènes qui sont quand même très dures et j'imagine spéciales à tourner? Comment vous avez fait, vous, pour la diriger et pour filmer ça? On parle depuis tout à l'heure de direction d'acteur, mais moi, j'aime pas trop ce truc de diriger. J'ai l'impression d'être assise dans une Rosalie et puis de... La conseiller. Ouais. Oui, alors, j'ai pas besoin de la diriger dans le sens où, comme c'est un film avec un ton un peu particulier, entre tragique et comique, on sait pas trop. Je savais pas ce dont j'aurais besoin dans la narration globale. Je savais pas ce dont j'aurais besoin. Je savais que certainement il y avait des scènes que j'avais écrites comme des comédies, assez comiques que j'aurais peut-être besoin qu'elles soient un peu moins drôles. Donc, on a fait plein de versions des séquences. On a fait des séquences qu'on a tournées avec un ton comique, avec un ton plus dramatique, pour que je puisse avoir ce que je voulais en montage, qu'on puisse choisir. Et puis, par rapport aux scènes difficiles à tourner, il y a une coordinatrice d'intimité et une coordinatrice de cascade. Donc, c'est des scènes qui sont hyper chorégraphiées. C'est 2 semaines de répète avec... de la danse, c'est comme faire de la danse. Même la séquence où elle lui envoie un sac de caca dans... Eh ben ça, bien sûr que personne ne le touche jamais. Et le sac de caca, d'ailleurs, n'est pas un vrai sac de caca, je vous rassure. Non. Oui, c'est ça. Dégoûté. Ouais. Mais on a fait des tartines après. C'est chocolat, ce chocolat pâte de cacahuètes. Hyper bon. Franchement, quand l'accessoire s'est venu avec, je fais waouh, génie. Courageux pour la manger, quand même. Ah, mais moi, ça m'a fait ma semaine. Tous les matins, bim bim, petite Même pas tartine. sandwich. La classe. Et justement, en fait, parce que du coup, vous avez eu un travail avec travailleuses du sexe pour votre scénario, mais du coup aussi Manon aussi. J'imagine qu'elle a dû faire du coup ces ateliers BDSM que vous avez dit. Comment ça se passait pour elle Non, Manon, elle a fait un stage chez des assistantes sociales. D'accord. Parce qu'elle devait... parce que ça, c'était son vrai métier. Mais moi, je voulais pas du tout qu'elle se renseigne sur le travail du sexe, dans le sens où j'avais envie qu'elle soit un peu comme Kika, c'est-à-dire complètement novice et perdue et n'ayant pas du tout les codes. Or, le BDSM, c'est très, très codifié. Si vous commencez à savoir où vous mettez les pieds, c'est beaucoup moins drôle ce qui se passe sur le visage de Manon pendant qu'elle joue Kika. Et alors justement, du coup, vous avez dit lors d'un interview que Kika, ça aurait été vous, si vous ne seriez pas devenue réalisatrice, pardon. Et est-ce que justement, du coup, à la base, quand vous étiez enfant, vous rêveriez de faire autre chose Je l'ai dit, moi, je rêvais d'être comédienne. Ok. Et aussi réelle, mais je pense que je savais pas encore ce que c'était. Mais non, en fait, elle est aussi assistante sociale, Kika, parce que quand j'étais ado, ma tante, qui est aussi numérologue à 16 heures perdues, avait prédit que je serais assistante sociale. Et moi, ça m'a fait faire des cauchemars, mais pendant des années, j'étais là, waouh, non, tout, mais pas ça.
parce que je pense que c'était très valorisé dans ma famille, venant du milieu d'où je venais, etc. Pour les filles, d'être dans le soin, c'était très valorisé. Or, moi, je voyais ce que ça faisait sur les femmes de ma famille et j'étais là, mais non, mais même pas moyen que je m'occupe des autres. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis pas du tout occupée des autres. Voilà. C'est super. Mais voilà, mais Kika, j'ai mis énormément de mes peurs dans Kika. Voilà, peur d'être assistante sociale, peur de me retrouver seule avec 2 enfants, peur de devoir vendre des services sexuels sans être très à l'aise avec mon corps, tout ça. C'est un très beau film, cette peur. Merci. C'est vrai. Est-ce que vous avez des projets pour la suite? Genre acheter une île et Une belle voiture. si vous m'entendez et que vous avez une île et que vous voulez me la donner. Qu'est-ce que j'ai comme projet? Ouais, j'ai 2 films qui sont censés être en écriture. Alors je dis ça parce que là, pour l'instant, avec la sortie de Kika, j'avais fomenté de déposer 2 dossiers en janvier, mais à moins d'un miracle, que quelqu'un me séquestre. Si vous pensez me séquestrer Sur l'île. dans un petit, voilà, plutôt dans un château de la Loire, mais pas dans une cave. J'écris très mal dans les caves. J'ai un documentaire sur le feu et aussi une fiction. Alors pour la fiction, c'est assez marrant. Je regarde Sarah qui est là. La fiction, c'est assez marrant parce que c'est une blague débile qui est devenue une réalité. C'est que quand on allait à Cannes avec Manon, le trajet était très long, à la semaine de la critique, donc, où le film a eu sa première. Le trajet était très long et donc j'ai commencé à lui raconter une idée d'un film que j'avais depuis quelque temps. C'est un film avec 300 canards. Et bref, je vous raconte pas l'histoire, mais donc il y a 300 canards dans cette histoire et avec Manon, on commence à délirer sur le nom de ce film. Donc je dis ah ouais, il pourrait s'appeler Coin Coin Ouin Ouin par exemple. Ou elle dit non, il va s'appeler Fiante. Et je fais idée de génie et en même temps je me suis dit les distributeurs vont nous dire mais il y a même pas moyen, Fiante ça se vend pas, tu vois. Et on arrive à Cannes, plein d'interviews à Cannes quoi. Et là les gens viennent me voir et me disent ah Manon m'a dit que ton prochain film c'était Fiante. Je dis quoi? Et il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de venir me voir et qui me disent Fiante, puis à un moment donné, on a une interview. Et puis là, j'entends Manon à côté de moi dire que mon prochain film s'appelle Fiante. Putain, mais meuf et tout, et qu'elle va jouer dedans et tout. Je suis là, ah waouh, comme elle ose. Mais bon, Cannes se finit et je me dis, allez, c'est pas grave, c'était une bonne blague, mais c'est tout. Et un jour, donc j'habite à Bruxelles, mon amoureux revient à la maison. Il me dit, j'ai rencontré quelqu'un de la RTBF, donc la télévision nationale. Il me dit, il paraît que tu vas faire un film avec 300 canards. J'étais là, quoi? C'est remonté jusqu'à Bruxelles, les gens en parlent et tout. J'étais là, ah waouh! Et du coup, au début, c'était une blague. Je pensais même pas peut-être faire ce film. Et puis finalement, c'était une tellement bonne blague que je me suis mise à l'écrire. Ah, donc finalement, Fiante va peut-être. Donc c'est Fiante, voilà, je suis sur Fiante en ce moment. Sur 300 canards. Sur 300 canards. C'est fou, le casting va être fabuleux. Une horreur je sais même pas, je veux même pas penser à ce pauvre accessoiriste. Enfin bref, on verra. On verra ça. Oui, alors on termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. Quel est le dernier film au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué? Je crois que c'est à la maison, j'ai vu là All We Imagine As Light. Oh putain, j'ai fait ah ouais, génie. Je l'ai pas vu. Il est magnifique. Il est tellement beau. Je l'ai stalké après. Je fais elle, je veux que ce soit ma meilleure copine. Et il s'avère que nous avons la même distributrice. Et du coup, je vais faire putain, voilà, je vais essayer d'en faire ma nouvelle meilleure amie. Incroyable. Enfin, il est très 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 beau. Je pense que vous pouvez faire une petite annonce pour lui parler. Payal, si tu es là, si tu nous regardes, je t'aime d'amour. Ton film est magnifique, magnifique, mais merci. Nickel, incroyable. C'est beau, c'est le beau mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup pour ce conseil de film. Nous, on peut que vous conseiller chaudement le visionnage de Kika en salle, réalisé par notre invité du jour, Alex Poukine. Merci encore, Alex, d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Can she be late for her cinema?